Dans nos vignobles, il y a une maladie qui nous pose pas mal de problèmes, c'est le mildiou. C'est un sacré sujet. Et aujourd'hui, quelle est ta posture face à ou tes conseils, ou la posture que tu as face à cette maladie, quelle est ta vision face à ça? Alors le mildiou, je trouve ça super intéressant parce que jusqu'à 2018, on n'entendait pas parler parce que le climat était plutôt favorable à des influences nord-ouest et le changement climatique fait que on a beaucoup plus d'humidité et donc beaucoup plus de mildiou parce que des alternances de fortes pluies, de fortes chaleurs, de grêle, de gel. En fait, le climat se dérègle et le mildiou arrive. Pourquoi? Parce que, ce qu'il nous dit le mildiou, c'est que la vigne a pas une super immunité et que les sols se sont appauvris, que, la monoculture n'est pas une solution et qu'il faut aller beaucoup plus loin sur la posture, qu'on a, face à cette vigne qu'on plante, normalement pour 100 ans, qu'aujourd'hui on arrache au bout de 30 ans. Parce que, elle a trop donné, parce qu'elle est malade, parce elle manque d'immunité. Donc c'est un super sujet le mildiou, qui force le vigneron à se remettre en question sur, toute sa manière de mener sa vigne, de mener son exploitation, de faire de la monoculture. C'est hyper intéressant. Alors, moi j'utilise beaucoup le calendrier lunaire, et planétaire, pour positionner les traitements. Mais, on va dire que les accompagnements que je fais sur, la période végétative ne suffisent absolument pas à, endiguer ce mildiou. Chaque année, on diminue les doses de cuivre, on utilise des plantes, mais on travaille surtout à rebooster l'immunité de la vigne, à lui apprendre à se défendre toute seule face à un champignon qui a muté, qui est beaucoup plus virulent, qui est beaucoup plus résistant grâce à ce changement climatique. Donc, la vraie solution, je pense que c'est un changement on va dire, de vision de ce qu'est un domaine viticole, avec plus d'arbres, plus de haies, parce que là où j'ai des résultats, impressionnants, c'est quand, la vigne est entourée d'arbres, on a beaucoup moins de chaleur, on a plus de fraîcheur. De haies, on évite certains vents dominants, aussi, des sols vivants, des vignes beaucoup mieux plantées, des plants de vignes beaucoup plus qualitatifs. Après, tout le travail de la taille, parce que la taille, ça a été un truc qui a été, même moi, j'ai appris à l'école à tailler, j'ai appris la taille de réduction où, tu fais des plaies de taille. La taille, c'est magique pour, que la vigne retrouve son immunité, qu'elle fasse un bon ahoutement, une bonne mise en réserve. C'est phénoménal, la taille, l'importance que ça a. Donc tous ces sujets, ils doivent être repris au sérieux et c'est pas, les traitements, au sens, simple du terme, qui vont résoudre cette problématique du mildiou. C'est une vraie opportunité de mildiou de revoir tout le système en entier et la posture de vigneron face à ce changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, si la vigne n'a pas une immunité forte, elle passe pas le cap. Elle passe pas le cap. Vin naturel et vendable, peut-on en faire? Mais bien sûr qu'on peut en faire. Par contre, ça demande énormément de technicité, énormément de rigueur, parce que faire un vin nature, donc nature, sans levurage, sans intrants autre que du raisin, c'est très difficile à faire. Déjà, il faut un raisin qui soit équilibré, où il y ait de l'azote assimilable dans les mous, une vigne qui est vivante, un vigneron qui est aligné et qui arrive à appliquer et qui soit rigoureux. Il y a toutes des manips en cave à faire qui sont très subtiles. Donc oui, c'est possible. Mais par contre, il y a pas de hasard, ça se fait pas: «Tiens, un matin, je vais faire du vin nature droit». Le vin nature droit demande énormément de rigueur et de technicité, que ça soit à la vigne ou en cave et ça arrive pas comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. On sait tous aujourd'hui qu'il y a un changement climatique important qui a lieu. Hem, Ça impacte les domaines et
Qu'est-ce que tu as remarqué dans ces changements climatiques? Alors ce que j'ai remarqué, c'est, que le changement climatique, il va plus vite que le changement de paradigme et le changement, d'état d'esprit des vignerons. C'est-à-dire que le vigneron, il était installé dans la monoculture depuis très longtemps et le changement climatique, il va extrêmement vite. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à voir des différences en 2016. Donc ça fait 10 ans qu'il y a vraiment une accélération de ce changement climatique et le vigneron, s'il avait des vignes en mauvaise santé, mal taillées, avec des immunités basses, ben, il ramasse beaucoup plus, quoi. Et puis, ce fameux labour où tout le monde labourait les sols, nettoyait les sols, aujourd'hui avec les canicules qu'on se paye, mais le sol, il est littéralement mort. Donc en fait, le changement climatique est arrivé tellement vite et le vigneron avait déjà un truc en place qui était boiteux et du coup, ça a accéléré le déclin. Donc en fait, le vigneron aujourd'hui, il doit aller beaucoup plus vite pour rattraper tout ça. Il doit se remettre en question de manière très rapide en fait et c'est difficile pour lui, très difficile. Donc il essaye plein de choses, mais il y a un changement profond à apporter, qui est pas facile à intégrer en fait, pour lui. Pour lui, dans sa tête, mais pour lui financièrement. Économiquement, c'est très difficile, en fait. Alors Sandrine, les appellations et les labels, pour toi, solution ou piège? Je suis partagée. On va dire que, une appellation peut être porteuse, mais elle tue un peu l'identité du vigneron et en même temps, je vois énormément de vignerons, créer des vins, sans appellation, en vin de France, qui s'en sortent très bien, qui assument leur identité donc je pense que ça peut aider les vignerons à démarrer. À prendre confiance en eux, mais ça a ses limites, les appellations pour moi, que ça soit en termes d'identité, mais aussi en termes de cahier des charges parce que je vois des appellations où ils imposent des cépages qui pour moi n'ont plus lieu d'être, où on est bloqué à planter toujours les mêmes, cépages et à respecter des pourcentages de cépages dans les assemblages qui pour moi font que tu perds ton identité parce que peut-être que toi, tu vas avoir plus d'affinité pour un cépage qu'un autre. Tu vas avoir envie d'implanter un cépage d'ailleurs et en fait, tu peux pas le faire. Tu es bloqué donc tu appartiens à un groupe, tu es porté par le groupe plus ou moins, mais en même temps, tu peux pas faire ce que tu veux donc pour moi, c'est pas la solution miracle. C'est un petit peu ça aide au départ, mais après ça devient un frein pour moi. Sandrine, le vin nature divise, mais finalement, pourquoi il divise, pourquoi ça divise ce vin nature? Pourquoi il divise les vignerons? On est, dans ce vin nature, on est un peu dans le flou. C'est quoi ton regard? Ben, vin nature, c'est un vin avec le moins d'intrants possible et il y a eu une tentative de label. Il y en a qui disent qu'ils sont nature et qui sont pas nature. Il y en a qui racontent des barres donc heu, dans le nature, tout le monde dit qu'ils levurent pas, mais en fait, il y en a plein qui levurent. Il y en a qui ont des pratiques et qui disent rien. C'est plutôt une espèce d'état d'esprit pour moi, mais finalement, les vignerons, ils assument pas tellement ou peu, l'entièreté de ce qu'ils font. Donc, mettons, je fais du vin nature, mais cette année-là, j'avais besoin de levurer parce que, ben, ça partait en live. Ils préfèrent mentir ou, que de dire qu'ils ont levuré, en fait. Donc, ça divise dans le sens où il y a les puristes qui vont tout dire, qui vont dire: «Ouais, mais moi j'assume complètement, tu vois? Là, j'ai jeté mon vin, ça va pas du tout, voilà, mais c'est pas grave», tu vois? Et il y en a d'autres qui vont dire: «Ah moi je fais du vin nature, mais tout va bien, chaque année c'est toujours le même et tout». Et il y a l'entre-deux qui va essayer de bien faire, mais de temps en temps, il va être obligé de faire avec, des produits ou ou des techniques qu'il aime pas trop en nature, mais il va l'assumer. Donc entre eux, je trouve que c'est assez divisé. Il y a plusieurs types de nature. Il y a les natures borderline où ça part en live, c'est poney, ça pétille, machin. Il y a les natures droit. Il y a les natures où ils disent toute la vérité. Il y a les natures où ils disent pas toute la vérité. Donc en fait, le nature, pour moi, c'est devenu, enfin, on parle d'ego en fait.
C'est juste que pour moi, la nature, c'est un état d'esprit. C'est j'ai envie d'aller vers quelque chose de vivant, d'authentique, sans ajout de produits. Je veux juste du raisin dans mon vin. Après, il y a des fois où ça va être plus difficile de le faire que d'autres fois parce que les millésimes sont pas tout le temps faciles. Mais c'est comme, ben voilà, j'ai envie d'être moi, mais de temps en temps, je mets un masque. Bah, c'est pas grave, assume-le, tu vois? C'est pas grave. On va pas en faire un fromage. Juste l'idée, c'est j'aimerais, quand je dis que ça divise, c'est que voilà, assume, enfin, c'est pas grave, tu vois? Tu as cet état d'esprit, ça c'est le dénominateur commun, mais assume juste que de temps en temps, bah, tu fais appel à la chimie ou tu fais appel à des choses que tu aimes pas, parce que le millésime, il est chiant et ça arrive à tout le monde, en fait. On est en 2025. Faut-il planter encore de la vigne? Bonne question. Je dirais, oui, mais pas n'importe comment. Choisis ton plan, choisis ton terroir, sois aligné avec vraiment ta stratégie. Imagine-toi que tu la plantes pour 100 ans. C'est quoi ton projet? Ne plante pas de la vigne pour planter de la vigne. Tiens, j'ai encore des droits de plantation, je vais encore planter une vigne. Non. C'est quoi ton projet? Où tu vas l'amener ton raisin? Ce qui manque là, c'est le cheminement complet. Où je veux aller et c'est rarement le cas en fait. C'est: «Ah putain, j'ai envie de planter du blanc, allez, je vais faire du blanc». OK, pour qui? Pourquoi? C'est voilà, on est dans, l'artisanat. Non, tu es un chef d'entreprise, pourquoi tu veux planter du raisin? Parce qu'aujourd'hui, les ventes de vin, c'est compliqué donc «Ah tiens, j'ai entendu que, en ce moment, ce qu'ils faisaient, c'est du blanc». OK, donc je veux planter du blanc. Ben, tu as 100 de chances de te tromper, en fait et peut-être quelques pourcentages de chances d'y arriver, mais c'est vraiment un hasard. On voit de plus en plus de vignerons dans le monde, dans ce monde-là. Comment tu vois le rôle de ces femmes dans ce vin, dans le vin aujourd'hui? Alors oui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de vigneronnes. Alors ces vigneronnes, elles ont souvent une grosse personnalité, elles assument vraiment ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent. C'est très intéressant de les avoir parce qu'elles font du bien, ces vigneronnes. Elles sont souvent très engagées dans leurs choix. Elles ont une sensibilité, excusez-moi les vignerons, mais que les les hommes n'ont pas. C'est pas parce que je suis une femme et c'est parce que je le vis au quotidien et elles ont apporté, ce regard, j'assume ma sensibilité, j'assume, ce que je ressens. J'assume aussi ma part de masculinité, ma part de j'ai envie de me mettre, de ce côté physique du vigneron, mais aussi, j'ai envie d'être une femme et j'ai envie, que mes vins, me ressemblent, en fait. Pour l'onotourisme, un mot à la mode aujourd'hui. Alors, opportunité ou distraction? Mmh. Alors, le no-tourisme, pour, bien expliquer, c'est l'argent que tu vas générer grâce à des activités annexes à la vente de ton vin. Donc c'est, par exemple, visite, du vignoble, payant, dégustation de vin, payant, parcours initiatique, de dégustation de mes vins, sur différents terroirs, payant. C'est pas: je fais faire le tour des vignes, de mon domaine et je les amène au caveau pour qu'ils achètent du vin. Ça, c'est pas le no-tourisme. C'est développer des offres autour de mon domaine en plus de la vente de mes vins. Donc ça peut être une opportunité si tu es structuré pour, si tu en as envie, si tu as les personnes, qui peuvent le faire, si tu as le temps de le faire, si c'est toi qui le fais et si ça peut être une réelle valeur ajoutée pour ton domaine. Des fois oui, des fois non. Donc c'est vraiment réfléchir, est-ce que c'est ce que j'ai envie déjà? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça va dynamiser mon domaine? À quelle hauteur? Est-ce que c'est chiffrable? À combien? Et cetera, et cetera. Il faut toujours, mesurer ce que ça va apporter au domaine. Donc des fois, c'est trop lourd, des fois, c'est complètement aligné. Donc moi, j'ai un domaine qui le fait, et ça se passe très bien.
parce qu'ils sont sur le domaine toute l'année, qu'ils ont un système où ils vendent des produits annexes, où tout est organisé autour, mais c'est lié à la stratégie de départ. Ils vendaient énormément à la grande distribution, ils ont arrêté ça, ils ont réduit le domaine, ils ont fait un tiers-lieu où ils proposent des activités no touristiques avec un caveau. Et donc là, vraiment, on a une dynamique qui a été pensée pour le domaine. Si c'est pas le cas, il faut pas le faire. Voilà, donc c'est à la carte de se dire, ok, est-ce que j'en ai envie? Est-ce qu'économiquement c'est possible? Est-ce que au niveau du temps c'est possible? Si la réponse est non, il faut pas le faire. Donc effet de mode, parce que les vignerons veulent plus développer la vente directe. Donc c'est un moyen de développer de la vente directe. Mais par contre, il y a d'autres moyens de développer de la vente directe, comme développer donc le storytelling, le marketing pour que les gens viennent au domaine acheter, pour que les gens achètent sur ton site internet en direct. Ça peut s'automatiser, ça peut devenir récurrent et ça peut amener autant de chiffre d'affaires que de l'onotourisme. Donc c'est vraiment, est-ce que tu as envie de faire de l'onotourisme? Est-ce que c'est ton truc, l'onotourisme? Ça ne doit pas être quelque chose de douloureux pour toi, en fait. Être vigneron et vigneronne à notre époque, y a-t-il un avenir dans ce métier? Alors on est en 2025 et le monde du vin ne va pas bien du tout, c'est-à-dire que les ventes sont un peu en berne, les vignerons souffrent et la réponse à ta question, c'est oui, je vois un avenir et je vois une fabuleuse opportunité de rebondir et d'être soi. Je m'explique. Jusqu'à il y a pas très longtemps, le vin se vendait grosso modo assez bien, avec des systèmes qui fonctionnaient, qui ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que les acheteurs finaux, les clients finaux n'achètent plus de la même manière. Ils achètent avec le cœur. Ils achètent parce qu'ils s'identifient au vigneron ou à la vigneronne qui fait les vins. Ils s'identifient aux émotions, aux valeurs du vigneron ou de la vigneronne. Donc aujourd'hui, les cavistes ont du mal à vendre, les restaurateurs ont du mal à vendre. Alors les cavistes parce qu'ils ont un système de vente où ils vendaient des étiquettes, des gens connus ou moins connus, mais un particulier n'a plus envie d'acheter chez le caviste. Il veut aller directement rencontrer la personne qui fait le vin. Un restaurateur, il a tellement abusé de ses marges, il a tellement abusé de prix depuis le Covid que ben, le client, même s'il a de l'argent, il n'a pas envie d'y aller. Il préfère aller chez le vigneron acheter du vin et se faire des repas entre potes ou aller dans ces fameuses guinguettes de vignerons où les vignerons ont ouvert leurs portes pour pouvoir faire des ventes additionnelles chez eux pour gagner un peu plus d'argent et s'en sortir. Donc le client final aujourd'hui, il veut vraiment connecter avec la personne à qui il achète ce vin parce qu'il veut vraiment une relation authentique. Donc il y a un vrai challenge pour le vigneron d'être lui-même. C'est ce qu'on lui demande en fait. On lui demande d'exprimer qui il est et c'est très difficile pour lui. Donc les vignerons et vigneronnes qui vont arriver à le faire vont clairement s'en sortir et moi j'ai vraiment des clients qui s'en sortent très très bien, qui vendent très très bien parce qu'ils ont ce lien avec le client final, parce qu'ils ont su conserver ça et que c'est inné chez eux. D'autres vont devoir s'adapter, apprendre, mais la bonne nouvelle, c'est que ils vont plus vendre en direct, selon moi, plus avoir de marge. Il y aura plus ces ventes par agent, enfin, ça sera diminué et on va plus être en lien direct avec le client. Ce qui fait que le vigneron va gagner mieux sa vie. Donc, ça fera effet boule de neige. Mais je pense que c'est un changement qui est en train à peine de s'amorcer depuis 1 an et qui va prendre encore quelques années. Mais pour ceux qui vont arriver à faire cette transition, ça va être que du bonheur pour moi. Donc, pour moi, c'est très positif parce qu'enfin, on va, pour être vigneron et vigneronne aujourd'hui, je vais le dire autrement, il faut accepter d'être qui on est et se montrer tel qu'on est, montrer ses émotions, montrer nos failles, nos joies aux gens qui nous achètent le vin. Et ceux qui arriveront à faire ça s'en sortiront superbement bien et seront tellement plus épanouis qu'avant. C'est ma conviction.
Lorsque tu te déplaces dans les domaines, aujourd'hui, quand tu es face finalement à un vigneron, comment à un homme ou à une femme, est-ce que tu adaptes ton discours, ta façon de les amener à construire leur propre vin? Est-ce que tu as les mêmes mots pour un vigneron homme, pour un vigneron ou pour une vigneronne? Est-ce que j'ai les mêmes mots pour les accompagner? Ça va dépendre de quel est le déséquilibre. C'est-à-dire que je peux avoir des vigneronnes femmes qui sont plutôt très masculines, donc qui vont arriver dans la force, mais comme elles sont des femmes, elles ont quand même de la sensibilité. Mais du coup, il y aura un déséquilibre d'identification au côté masculin, donc je vais les ramener vers un petit peu plus de féminité. Et il y a des hommes qui vont être beaucoup dans les angoisses, les procrastinations, plus que les femmes d'ailleurs. Donc déséquilibre inverse, donc le féminin plutôt déséquilibré, avec de la force physique, mais beaucoup de questionnements, difficulté de passer à l'action. Et là, je vais les ramener vers leur côté masculin, équilibré. C'est-à-dire, je ressens, je passe à l'action. Donc en fait, c'est toujours une histoire d'équilibre entre le pôle féminin et le pôle masculin. Je ressens, je mets en action. Si le ressenti, ce n'est pas dans la tête, attention. C'est-à-dire que quand je ressens, c'est là. Quand je pense, c'est là. Donc quand je pense, je suis dans le mental, je suis dans mes croyances, je suis dans tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand je ressens, si j'ai de l'émotionnel bloqué, je vais aller vers une action qui va m'amener à un résultat que je ne souhaite pas. Donc émotionnel bloqué à débloquer, je ressens, je mets en action de suite et j'ai le résultat qui arrive. Donc en fait, que ça soit un homme ou une femme, je dirais que le processus est le même, mais je vais peut-être pas appuyer sur les mêmes boutons. L'idée, c'est de vraiment être à l'écoute de la personne, que ça soit un homme ou une femme, et de ne pas avoir de plan pour elle ou pour lui. C'est-à-dire de dire: «OK, t'en es là. Déjà, je le vois. Heu, où est-ce que tu as envie d'aller?» Et après, on va faire le chemin tout doucement ensemble, mais ça va dépendre vraiment de là où on part. Rosé, blanc, rosé, rouge. Quand tu es chez des vignerons, ils ont tous une sensibilité en fonction de la couleur. C'est vrai. Est-ce tu détectes des blessures ou des blocages face à ces différentes couleurs que peuvent avoir certains vignerons en disant moi le rosé j'en fais mais j'y arrive pas. Ah, je pense que les vignerons, ils vont vers, ce qui est le plus facile pour eux inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont trouver, j'en ai un très récemment qui m'a dit: «Moi les blancs, aucun problème, finger in the nose, ça me pose aucun problème d'en faire, mais les rouges, j'ai du mal parce qu'il y a la texture». Donc les rouges, on rajoute quelque chose qui est un petit peu l'ossature. En fait, les rouges, c'est plus subtil que les blancs ou les rosés d'ailleurs, parce que on a la dimension structure. La structure, ça veut dire énormément de choses sur le vigneron et donc derrière un blanc, ça passe, on va dire, on arrive à moins le lire ou le détecter ou le comprendre. Ça va toujours être assez «flatteur» entre guillemets. Un rouge, si tu es angoissé, il y a des amers. Si, tu as besoin de plaire, il y a souvent trop de structure et en fait, on va plus facilement détecter un déséquilibre chez la personne quand on goûte un rouge. Donc le rouge, c'est plus subtil à faire. Donc je dirais, suivant les personnes, souvent c'est les rouges qui sont les plus difficiles à faire ou pour déclencher une émotion, c'est plus difficile et pour avoir l'équilibre, c'est plus difficile. Donc, tu parles de peur et d'extraction lorsque sur des vins rouges. Est-ce que tu arrives à accompagner ça? Est-ce que vous arrivez à discuter avec
ces vignerons, est-ce qu'ils sont contents de ces vins-là? Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce que tu les amènes à se poser des questions face à ces structures-là? À est-ce qu'en fait, finalement, tu arrives, à les mettre pas forcément devant leur miroir, mais devant leur bouteille de vin et devant leur jus? Alors déjà, je leur apprends à observer et à goûter leurs raisins, parce que les 3 quarts le font pas vraiment. Ils se disent: «Ouais, c'est l'œnologue qui sait le faire, nananana, je vais l'écouter». Non, moi je sais le faire, mais c'est pas ça qui va faire, que ton vin il va être, il va refléter qui tu es. Moi, je montre comment on fait, je montre le chemin. Mais si le vigneron, il prend pas le temps, il se repose un peu trop sur moi. Après, du moment où il a cette sensibilité, déjà, il croit qu'il est pas sensible. Ça, c'est intéressant. Souvent, on me dit: «Mais toi, tu as de la sensibilité, mais moi, je sais pas faire comme toi». Si, si, tu sais faire. C'est juste que tu as peur et que tu te dis que tu sais pas faire. Mais si tu te poses un peu, que tu arrêtes ton brouhaha mental et que tu te reconnectes à ton corps là, ta machine là, et ben, tu ressens tes raisins. Et du moment où il ressent ses raisins et qu'il a cette connexion avec son raisin, il va avoir: «Tiens, j'ai envie de l'amener là». Et moi, j'ai juste à dire: «Tiens, et si on essayait ça? Goûte. Hop, allez».